il a tout de même été le go-to guy de la soirée, même si, mais effectivement, de toute façon, c'est en football, hein, la bataille des turnovers, elle est déterminante. Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Nous sommes donc mercredi matin et après avoir bien mangé, avoir mangé de la dinde, avoir fait des repas de Noël à plus n'en finir et plein de matchs de NFL, nous sommes là pour débriefer la semaine 16 qui s'est passée ce week-end donc. Et pour pouvoir parler de tout ça, moi j'ai mis 2 acolytes. Normalement, on parle ensemble le dimanche, mais bon, ça nous manquait trop. On se retrouve cette semaine. Avec moi, j'ai Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Yaya, salut Bertrand, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Comment ça va ? Petite gueule de bois, hein, moi aujourd'hui. Petite gueule de bois, voilà, on va le dire comme ça. Sachant que tu ne bois pas une goutte d'alcool, c'est dingue. C'est dire si c'est grave. Et oui, c'est grave, docteur. Et oui, tu l'as annoncé avant même que je puisse l'annoncer. C'est mon compagnon de galère cette année. On souffre ensemble, mais on va célébrer les victoires bientôt. Ça arrive. Vous l'aurez entendu ici en premier. Et c'est Bertrand. Salut Bertrand. Salut Yaya, salut Seb, salut à tous les free agents qui ne sont plus à Jean-Luc depuis qu'ils nous ont rejoints. Eh ben écoute, ça va bien. Pareil que Seb, on sent bien qu'on a l'estomac un peu lourd, les dindes ou les petits morceaux, les petits fours, tout ça se sont enchaînés durant ces 3 jours là. Et donc voilà, on a même réussi en famille à mettre 1 ou 2 matchs à la télévision qui ont vite été zappés par ma belle-mère, mais à un moment donné, on se dit la NFL est plus forte que tout, alors il faut y aller. Alors justement, bonne transition. Est-ce que ta belle-mère est fan des Eagles ? Eh bien, écoute, je ne pense pas, pour le coup. Elle n'a pas apporté un intérêt au volatile en règle générale. Non, nous, on est plus chercheurs d'or ou géants qui, genre King Kong qui va en haut de l'Empire State Building. Bon, eh ben, très bien. Allez, avant de commencer, donc n'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, TikTok pour voir les vidéos de notre chef. Également Fred, maintenant, le nouveau réseau social issu d'Instagram. Vous pouvez nous suivre donc également sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à mettre des 5 étoiles, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Podcast Addict. Donc c'est avec grand plaisir que vous pouvez interagir avec nous sur tous ces réseaux et poursuivre toute l'actualité de la NFL, mais également de tous les sports américains. N'hésitez pas non plus, allez-vous télécharger l'appli TFA, vous téléchargez, le téléchargement est gratuit et vous avez accès à tout un tas d'articles faits par nos rédacteurs. Je crois que toi, Bertrand, tu écris quelques articles. Oui. Bon, à part pour la période de Noël, là, pour ce week-end, puisque c'était assez chargé avec les fêtes. Mais oui, d'habitude, j'en écris un petit. D'accord, eh ben, très bien. Et puis surtout, vous avez Flav, Arthur, que vous avez l'habitude d'écouter ici, également Vincent qui écrit, et puis surtout notre chef préféré. Alors, messieurs, on va commencer tout de suite par le débrief de la semaine 16. Par le gros match. Alors désolé de t'en parler tout de suite, Seb, on va te mettre dans le bain. Baltimore qui est venu s'imposer du côté de San Francisco, un 33-19. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match pour toi, Seb ? Ce qu'il y a principalement à retenir, c'est la performance de la défense de Baltimore qui a martyrisé Brock Purdy pendant tout le match. 4 interceptions, 27 pressures, 4 sacs. On peut dire que le duel des deux équipes alpha de chacune des conférences a tourné court, parce que c'est cette défense qui a brillé collectivement et qui, à mon avis, a enterré les espoirs de Purdy de remporter le MVP si espoir il y avait. Baltimore, officieusement, ils sont la meilleure équipe de la ligue aujourd'hui. C'est leur 5e victoire de suite. Ils sont 12-3. Lamar Jackson, lui en revanche, il a plaidé sa cause pour le titre de MVP.
252 yards, 2 touchdowns, il rajoute 45 yards au sol. Il va falloir que les Niners lèchent leurs blessures et rebondissent pour les playoffs, puisque alors c'est déjà arrivé avec cette espèce de ventre mou qu'ils ont connu en milieu de saison, puisqu'ils avaient, souvenez-vous, début de saison plus exactement, ils enchaînent 5 victoires, puis ils enchaînent 3 défaites. Là, ils avaient enchaîné 6 victoires très larges et ils se font cueillir comme cela à froid par des Ravens, qu'on savait très fort. Hein, je ne pense pas que le match ait été pris à la légère par les 49ers. Donc du coup, ils n'ont pas clinché le first seed, ils ont loupé une occasion. Après, il faut dire aussi que Baltimore n'a pas non plus remporté la FC Nord cette semaine du coup. Mais pour les Niners, la marge de manœuvre devient très très mince pour remporter le first seed. Oui, tout à fait. Même s'ils sont, comme disent les journalistes politiques, en ballottage plutôt favorable. Ballottage plutôt favorable, mais ballottage quand même. Oui. S'ils avaient clinché le first seed tout de suite, ça aurait été vraiment après, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Sachant que la semaine prochaine, c'est Washington. Washington qui, lui, c'est même plus un tank, hein, c'est au-delà. Hein. C'est un VAB. Après, ça finit avec les Rams qui, eux, sont dans la course au playoff. Bertrand, toi, qu'as-tu pensé de ce match? Et une question subsidiaire, est-ce que tu penses que ça peut être l'affiche du Super Bowl? Alors, en soi, c'est sûr qu'on peut comprendre la déception de Seb, et on le sent bien dans ses propos que la défense des Ravens n'a pas que touché les pauvres joueurs en attaque des 49ers. Ça a touché un petit peu son petit cœur aussi, de supporters qui étaient gagnants durant toutes ces semaines qui passaient. Mais en soi, moi je sais pas si je pense que pour Seb, oui, il a vu le match dans son entièreté, évidemment. Moi, le 40 minutes, et en soi, peut-être que c'était beaucoup plus rythmé sur le 40 minutes, mais j'ai pas trouvé les 49ers complètement paumés jusqu'à la fin de la première mi-temps. On avait, je crois, de mémoire un 13-7 à la fin. Non, un 16-12, je crois, pardon. Quelque chose dans ce style-là. Donc, on voyait bien que les choses n'étaient pas l'équipe n'était pas malmenée. Elle avait même bien débuté, je pense. Tout se tenait bien. Et puis, c'est là que la deuxième période a complètement basculé. D'ailleurs, la probabilité de victoire à partir de la deuxième période était à 100% pour les Ravens. On sent bien que tout a basculé à partir de ce moment-là. Et surtout, bien sûr, ce qui en fait très mal, c'est les interceptions de Brock Purdy, évidemment, qui n'ont pas aidé, tout du moins, à la bonne marche en avant des 49ers. Et ça s'est payé cash, puisque derrière 2 touchdowns, Zay Flowers, dont un de Zay Flowers de mémoire. Donc, au final, oui, c'est un petit rappel à l'ordre. Moi, je pense surtout que vis-à-vis de ce match-là, c'est un rappel à l'ordre sur le fait que les 49ers marchent sur tout le monde en étant une excellente, voire la meilleure équipe comme les Ravens, au final, de la ligue, mais aussi que le jeu dur, on sait que Baltimore est de la FC Nord, le jeu dur dans les tranchées, le dur au mal, San Francisco est une équipe qui est dure au mal aussi, mais peut-être que Baltimore l'est plus, et qu'à ce petit jeu-là, tout du moins du jeu dur, où il faut se faire très très mal, Baltimore a été peut-être plus efficace dans cette victoire des tranchées. Elle a pris le dessus sur la ligne offensive des 49ers, et largement. C'est ce qui a fait basculer les choses. Et puis on a vu, je vais prendre un exemple d'un joueur en soi, mais on a vu un Patrick Quinn tout à fait, pour moi, extraordinaire, dynamique, toujours en pression, à se relever quand il avait raté, en allant chercher la deuxième lame par exemple, sur Christian McCaffrey. Donc voilà, ça pose le jalon du côté de Baltimore. Une affiche de Super Bowl, en soi, il y a tellement de paramètres qui font que c'est peut-être pas celle-là qui va se qualifier. Sur un match, il peut tout se passer. Dire après quelle équipe va faire basculer les choses, je pense que les Baltimore Ravens sont plus de compétitivité de leur côté, que San Francisco a peut-être une voie un peu plus ouverte, entre guillemets, vers le Super Bowl. Donc ça pourrait, mais je pense que va être plus difficile pour les Ravens d'y arriver. Ok, juste une petite chose, on va parler rapidement de stats. 429 yards pour les Niners, c'est 343 pour Baltimore, mais
5 pertes de balles du côté de San Francisco. Clairement, c'est ici où c'est sur les pertes de balles et notamment les 4 interceptions de Brock Purdy, pas perdu, mais c'est pas du là-dessus. pain perdu encore. Non, 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 non. C'est là où s'est joué le match, n'est-ce pas, Seb? Oui, pour moi, là, c'est la bataille des turnovers qui a été remportée par Baltimore. Et de toute façon, en soi, la ligne défensive, comme le backfield défensif, tout l'ensemble de l'équipe a été au diapason, surtout dans les squads défensifs. Et au final, ça a fait la différence. Brock Purdy a semblé perdu. On peut éviter le mauvais jeu de mots, mais au final, c'était un peu ça. Il n'a pas su se connecter comme d'habitude avec son équipe, ou tout du moins la défense de Baltimore, des Ravens, a fait déjouer complètement le cahier de jeu de Kyle Shanahan. Ils n'ont pas su trouver les espaces ou gagner les yards après contact comme ils ont l'habitude de le faire aussi, sauf McCaffrey, qui reste donc un peu l'extraterrestre de l'équipe. Mais les Deebo Samuel n'ont pas eu le rendement habituel, les Brandon Ayuk non plus, George Kittle un tant soit peu. Et au final, à ce petit jeu-là, ça a été déterminant. Ouais, Kittle, il claque quand même les 126 yards. Ouais. Oui. 126 yards, cette réception sur 10 targets. Donc, il a tout de même été le go-to guy de la soirée, même si, mais effectivement, de toute façon, on le sait en football, la bataille des turnovers, elle est déterminante. Et quand on la perd, c'est très compliqué, surtout quand on la perd avec une telle marge, c'est très compliqué de rester dans le match. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est un match motif d'inquiétude ou bon ça arrive sur un match de pas y être et la vérité d'un match n'est pas celle du prochain? Motif d'inquiétude, non. Petit rappel à l'ordre, comme le disait Bertrand, certainement. Après, les motifs d'inquiétude, elles vont plutôt être du côté des blessures. La Trent Williams a un problème à l'aine, on espère qu'il sera disponible. Purdy également a ce qu'on appelle un stinger, c'est-à-dire une douleur au cou assez soudaine. On espère que c'est pas grave non plus, que ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Mon inquiétude, elle est en tant que supporter, elle est plutôt là-dessus. Le match, il a été ce qu'il a été. Pour Purdy, c'était une mauvaise journée au bureau. Bon, sa carrière est jeune, elle est courte. Il en aura d'autres. C'est pas forcément la première. Il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Il faut être vigilant sur certains points. Ok. Ils sont toujours en course pour le first seed. Les Ravens aussi. Derrière, si on suit la playoff picture, est-ce que toi, du coup, même s'il y a une bye week pour la première semaine, de playoff, derrière, on est d'accord que le tour de division serait beaucoup plus accessible du côté des Niners que du côté des Ravens? Absolument. Je suis d'accord là-dessus. La compétition en AFC, de toute façon, elle est beaucoup plus resserrée. Il y a qu'à voir justement quand tu regardes la playoff pictures, il y a encore un sacré nombre d'équipes en AFC qui sont en piste, qui sont sérieusement. Quand tu vois que même un club comme les Raiders, mathématiquement, il n'est pas éliminé. Voilà. Donc oui, effectivement. Et puis donc de toute façon, clincher le first seed, c'est toujours un avantage indéniable. L'avantage du terrain en playoff, il est fondamental. Donc, on prie fort. Ouais. Est-ce que avec une victoire la semaine prochaine, les Ravens clinch? Et pareil pour les. Non. Du coup, les Niners sont obligés de gagner tous les matchs qui restent, quoi. Ouais. Il faut tout gagner. C'est-à-dire qu'ils se sont donné une difficulté supplémentaire, on va dire. Ils ne sont pas maîtres de tout au final. Bon, après, s'ils gagnent les deux, oui. Mais évidemment, en cas d'une défaite et après d'une victoire uniquement, ils seraient susceptibles d'attendre d'autres résultats pour être sûr de clincher la première place. Donc, en soi, je suis d'accord avec Seb, mais je retiendrai quand même que quand on gagne tout le temps, on peut parfois se reposer un peu trop sur ses lauriers en étant sûr de ses forces. Et je pense que c'est un peu le problème pour le moment des 49ers,
Je suis sûr qu'arriver en play-off et en ayant passé, s'ils finissent premiers, donc avoir une semaine de repos, c'est même pas cette semaine de repos qui risque de désorganiser. La machine est trop bien huilée du côté de Shanahan pour que son équipe soit désorganisée, on va dire, en soi. Mais il va falloir se méfier d'arriver trop orgueilleux ou tout du moins trop sûr de soi en se disant on est une machine. Là, la petite piqûre de rappel, comme tu disais, elle est là. Et Trent Williams, ça serait bien qu'il revienne parce que sans lui, à mon avis, ce sera pas la même mayonnaise. Et je rappellerai aussi quand même que sur 2-3 matchs, dès que l'adversité est un peu plus importante, Brock Purdy a quand même eu plus de mal. J'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a un match, il a 2-3 interceptions aussi, de mémoire. À Cleveland. Ouais, à Cleveland. Donc les grosses défenses, attention. Comme je disais tout à l'heure, c'est en NFC, le chemin est un peu moins tortueux. Mais voilà, il faudra se méfier quand même de l'état d'esprit. Bon, sachant qu'ils sont 5-0 dans la division, les Niners. Dans la conférence, ils sont 9 victoires, 1 défaite. Bon, en gagnant les 2 matchs, ils seront first seed. Surtout que les Eagles vont jouer au dernier match la plus grande équipe de la ligue, hein, les Giants. Voilà. Donc, ce n'est pas la plus grande, c'est qui les a le plus embêtés ce week-end. Ce week-end, oui, tout à fait. Et de manière surprenante. Oui, tout à fait. Complètement. Mais alors, on n'en reparlera pas aujourd'hui des Eagles, mais je pense que la semaine prochaine, il va falloir qu'on commence à en parler parce que c'est un des premiers contenders. Mais on va terminer sur ce match en parlant des Ravens. Statement pour vous, et c'est quasiment avec cette victoire, c'est quasiment le first seed assuré. Statement certainement. Aller s'imposer comme cela face à l'équipe qui est désignée comme étant la force dominatrice de la maison d'en face, je trouve que c'est pas rien. Ok. Oui, c'est clair. C'est clair que là, l'équipe est trop équilibrée dans tous les secteurs du jeu. Il y a des équipes très fortes où, par exemple, les 49ers ont eu la petite faiblesse aujourd'hui sur la ligne offensive et à raison avec ce qu'il y avait en face. Mais là, la ligne offensive est bonne, la défense est bonne, sur les lignes c'est bon, les receveurs, ils ont enfin des receveurs et Lamar Jackson ne fait plus que courir et il s'est passé également et le cahier de jeu est ouvert correctement. Donc oui, c'est un petit peu effrayant, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous pensez que Miami peut les titiller, sachant qu'ils ont une défaite de retard? Et je crois qu'ils jouent les uns contre les autres au dernier match. Ouais, c'est ça. Enfin, la semaine prochaine, pas au dernier match. C'est la semaine prochaine, oui, pardon. La semaine prochaine. Donc, voilà, ça me paraît... Sur un match, tout est possible, une fois de plus, mais... Oh là là, ça me paraît... Baltimore me paraît tellement au-dessus de Miami dans plein de secteurs du jeu, en particulier dans sa défense. Ils sont tellement sûrs d'elle dans sa défense, tellement intense dans ce qu'elle propose dans le jeu et dans ses impacts. Non, moi, je mets mon billet sur Baltimore. Alors, en fait, vis-à-vis de Miami et du match de Miami, le problème, c'est que Miami, en soi, a toujours perdu, entre guillemets, enfin, face à l'adversité, face à des gros. Et en soi, là, c'est un gros avec Baltimore. Donc, on va vite le voir. En plus, Jalen Waddle s'est blessé, enfin, œil, et je crois qu'il a une grosse entorse également. Donc, il sera sûrement absent. Tyreek Hill revient d'une petite blessure aussi. Donc, tout le monde n'est pas à 100%. Bon, on sait que c'est quand même les fers de lance, hein, les deux bonhommes, même avec le jeu de course. Mais s'il n'y a plus de jeu de course et donc l'équipe des Ravens a le temps de se concentrer sur les bonhommes à la course, du côté de Miami, on aura beaucoup plus de mal. À mon avis, oui, c'est pas la bonne période pour prendre les Ravens, en tout cas. Ok. Ben justement, on parlait de Miami, on va enchaîner avec eux. Tu disais, mon cher Bertrand, que Miami ne gagnait pas contre les gros. Ben là, ils ont battu pour la première fois une équipe supérieure à 50% de victoire. C'est les Cowboys. Alors, est-ce que eux aussi, ils ont marqué un grand coup en allant s'imposer contre les Dallas Cowboys? Alors, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que les Cowboys ont toujours cette mauvaise habitude d'aller perdre à l'extérieur
Ils sont pas très à l'aise en dehors de chez eux. Et pour le coup, on n'est pas trop surpris vis-à-vis de ce qui s'est passé. Enfin, bizarrement, moi, je l'ai pas été. Maintenant, ça a été un match fermé, assez fermé, beaucoup de kicks au final, des botteurs. Et j'ai pas trouvé justement ni l'une ni l'autre des équipes sereines pour le coup. Miami, du fait des absences, comme je disais, ou tout du moins à un moment donné, Jalen Waddle a joué, mais après David s'est blessé, il est parti. Tyreek Hill n'était pas à 100%, donc on a vu une équipe désorganisée, bon, qui a toujours bien fonctionné avec Raheem Mostert au niveau de l'attaque à la course. Et puis du côté des Cowboys, on a fait du Cowboys, on a des jouets complètement. On n'a pas réussi à développer du jeu comme ils le font quand ils sont à l'extérieur. Pour moi, je dirais que c'est pas probant de prendre ce qui s'est passé là ce week-end pour Miami pour le reste des derniers matchs et des playoffs. Ce sera une équipe qui sera pas bonne à prendre, mais si ça se passe mal, elle va vite sombrer face à un gros, quoi. Ok, très bien. Pour toi, donc, le first seed, ils partent de trop loin? Pour moi, oui. Je pense que pour le first seed, oui, ça part de trop loin. Les Ravens vont sûrement mettre le couvercle le week-end prochain. Zay Flowers fonctionne très bien. Odell Beckham n'a pas bien fonctionné, en tout cas n'a pas été trouvé face à San Francisco là au match. Donc la seule chose qui peut embêter les Ravens, c'est si Miami arrive à bloquer le jeu à la course des Ravens. Et en soi, quand je dis jeu à la course, donc Lamar Jackson, puisque là, avec les blessures, il ne compte quand même beaucoup plus que sur lui. On a le running back Keaton Mitchell qui a totalisé 41 yards pour 17 portées, soit 2,4 yards de moyenne durant le match. Et donc, au final, c'est pas suffisant. Il faut qu'il puisse développer le jeu à la course. C'est le seul élément de faiblesse. À part ça, s'ils continuent à faire ce qu'ils font les Ravens, ça vont partir de trop loin, ça c'est sûr. Ok. Pour toi, Seb, Miami, c'est comme une victoire probante qui les replace, on va dire, sur la carte des contenders. Au moins, sur ce match, ils changent le narratif qui leur collait à la peau depuis le début de la saison. Faut rappeler que Miami, ils ont été battus par Buffalo, par Philadelphie, par Kansas City. Donc, effectivement, on disait fort face aux faibles et faibles face aux forts. Là, pour une fois, effectivement, ils battent une équipe qui est dominante toute la saison. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que quelque chose dont on a moins parlé, c'est un narratif du côté de Dallas, c'est Dallas n'est pas capable de gagner à l'extérieur. Et là, malheureusement, les Cowboys, ils sont 3-5. Le mieux qu'ils puissent espérer d'ici la fin de la saison, c'est d'être 4-5. Et les Cowboys ne sont jamais allés au Super Bowl sans un bilan positif sur la route dans leur histoire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se sont sabordés sur ce match, mais je pense qu'ils ont manqué une occasion de marquer à nouveau des esprits et d'effacer les doutes qui pouvaient encore subsister autour de ce club. Et ça aussi, c'est un narratif qu'il y a autour d'eux, c'est que au match par match, leur valeur aux yeux des observateurs a l'air de changer. Une semaine, ils sont pas si bons que ça. Une autre semaine, ils sont absolument formidables. Et puis là, face à Miami, on commence à nouveau à dire que les Cowboys, c'est peut-être pas si sérieux que ça. Alors, on verra. Hein, c'est à la fin qu'on tire le vin, hein, comme on dit. Je ne connaissais pas cette expression, mais oui, très bien. On verra ce qu'il en sera quand on va aborder les playoffs, parce que moi j'ai du mal à trouver véritablement quelle est l'identité de ces Cowboys, quelle est je vais pas dire leur valeur, ce serait insultant, mais quel est le narratif autour de ce club.
D'accord, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des Cowboys, ce qui également ne va pas dans leur sens, et malgré les bons résultats, c'est qu'ils ont une faiblesse au niveau de la production sur les troisièmes tentatives qui est assez importante. Ils ont fait 5 sur 13 face aux Bills là récemment, 3 sur 11 face aux Dolphins. Donc on est sur une équipe qui convertit que 40% de ses troisièmes tentatives. C'est trop peu pour espérer aller chatouiller les difficultés à venir. Ça, c'est sûr. Et c'est étonnant de la part d'un club qui était considéré sur les derniers matchs offensivement comme un rouleau compresseur. Ouais, tout à fait. Alors, les gars... c'est pour ça que je me permets, excuse-moi Yaya, c'est pour ça qu'on est dans la discussion, c'est pour ça que je me permettais de dire tout à l'heure, c'est pas pour moi, pour ce match-là, pour Miami, c'est pas probant, vu que Dallas est capable du meilleur comme du pire, du meilleur à l'AT&T Stadium chez eux, comme du pire dès qu'ils sont sur la route, ou du meilleur parce que pour X raison, ce jour-là, tout clique avec Lamb et compagnie, et Dak Prescott, et du pire parce que là, comme face à Miami, il n'y a rien qui a fonctionné. Un peu le coaching à la Mike McCarthy, comme on a toujours connu, et toujours des pénalités qui, du côté des Cowboys, qui les handicapent beaucoup pour pouvoir aller chercher mieux cette indiscipline, les tuera s'ils n'abordent pas les choses différemment pendant les joutes de janvier. Ouais, alors les gars, moi je voulais d'abord parler de Miami avant de parler de Dallas, mais bon, vous avez décidé de changer l'ordre des choses. mais c'est très intéressant ce que vous dites. Alors on va rester un petit peu sur Dallas. Toi, Seb, tu disais c'était peut-être un peu fort de dire qu'ils étaient sabordés, mais ils avaient pris les rênes de la division Est, NFC Est, mais là, du coup, en 2 semaines, 2 défaites, ils lâchent complètement. Alors, ils peuvent pas. Et maintenant, ils n'ont plus leur destin entre les mains. Est-ce que, Bertrand, pour toi, ils sont un petit peu sabordés, sachant que on le dit souvent depuis justement Philadelphie, aucune équipe n'a gagné 2 années de suite la NFC Est, donc ça fait une quinzaine d'années. Est-ce que du coup ils ont lâché la division à Philadelphie? On dirait justement que l'une et l'autre des 2 meilleures équipes de NFC Est font pas exprès de se saborder, mais en tout cas font exprès de faire durer le suspense le plus longtemps possible pour savoir qui va clincher cette place en fait. Donc c'est ça qui est assez amusant. Et en soi, oui, de toute façon les 2 équipes se tirent une balle dans le pied. Au final, avec les fins de saison, tout du moins pour les Eagles, mais également pour les Cowboys en perdant des matchs importants. Et est-ce que la qualification, oui, elle sera là. Est-ce elle est là d'ailleurs? On va pas mettre du futur, mais du présent. Et qui va aller la chercher? Bien malin qui va pouvoir le dire, parce que Philadelphie, pour moi, est aussi capable de perdre la dernière journée face aux Giants, comme Dallas est capable, comme on l'a dit, d'être irrégulier, de perdre face même à une équipe plus faible en soi. Ouais, totalement. Toi, Seb, tu crois qu'ils ont laissé passer leur chance pour la division? Complètement. Complètement. Avec tout ce qui s'est passé ce week-end, je pense qu'ils ont grandement oblitéré leur chance. Il va falloir aller rencontrer Détroit, il va falloir recevoir Détroit, la semaine prochaine. Détroit, en ce moment, ça tourne quand même bien, même s'il y a des points de vigilance aussi à avoir. Du côté de Philadelphie, alors comme je suis un professionnel, mais consumé, je n'ai bien sûr pas le calendrier sous les yeux au moment où je dis ça. Oui, du côté de Philadelphie, on est quand même plus serein. Parce que alors, ça finit contre la meilleure équipe de la Ligue. Avec comme je disais, oui. Avec un quarterback d'origine italienne qui fait des signes avec les mains et qui a un agent où si tu fais quoi que ce soit à ce quarterback, tu finis à nager dans l'Hudson River avec des chaussures en béton. Et où tu fais payer des autographes une fortune dans des restaurants. Ah non. Alors, est-ce que tu as vu que la star Aaron Judge, le outfielder star des Giants, a mangé à côté de lui et lui a payé l'addition? Ah, écoute, tu vois, comme quoi, il le prend pour un gamin qui vit encore chez ses parents. Il dit, écoute, non, t'as pas encore assez d'argent, je vais m'occuper de toi, de te payer ta petite addition. Exactement. Alors,
je vais recentrer le débat. Je ne vais pas me prononcer sur l'épithète de meilleure équipe de l'histoire concernant ce club. Mais tout ça pour dire que Philadelphie, ils finissent en recevant Arizona et donc ils se rendent aux New York Giants. Ils ont quand même la vie plutôt douce pour terminer. Je vois pas trop dans ces circonstances. Enfin, je vois pas comment Philadelphie peut couper pour la tête de la division. Autant je peux estimer que Dallas, il y a un piège à Détroit. Ouais. Autant Philadelphie, bon, si dans l'absolu Arizona et New York, ça peut être des matchs pièges, mais toutes choses égales par ailleurs, je vois pas comment avec la division en ligne de mire, ça pourrait leur échapper dans ces conditions. Oui, la logique voudrait que ces matchs-là reviennent avec une victoire. Mais bon, c'est vrai que toute logique en NFL est proscrit. Et puis surtout, je vais finir sur un point qui, pour le coup, pour les Cowboys, ne joue pas en leur faveur. C'est qu'il y a trop peu de portée de la part de Tony Pollard. Il est encore qu'à 12 portées pour 39 yards. Le jeu au sol n'est pas assez développé du côté du Texas. Ça, c'est sûr et certain. Et s'il ne le développe pas plus, c'est l'élément qui va leur être rédhibitoire pour la suite également, quand il y aura des grosses équipes en face, pour recentrer un peu également les défenses et avoir de la place pour CeeDee Lamb et compagnie. Ok. La défense de Dallas a quand même plutôt bien contenu les Dolphins quand même. C'est plutôt rassurant. Et en playoff, on sait que les défenses sont plutôt intéressantes. Enfin, c'est plutôt intéressant d'avoir une grosse défense. Alors, moi en soi, oui, on peut dire que la défense, de toute façon, fait gagner les matchs de play-off, et ça, c'était un adage qui revient régulièrement. Mais il va falloir quand même un minimum en attaque également. Ce minimum, Dallas peut le développer. Ça, c'est certain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est sûr que si le jeu au sol n'est pas suffisamment développé comme il devrait l'être, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, mais malgré tout, Tony Pollard se retrouve bien seul à l'heure actuelle pour pouvoir développer ce jeu au sol. C'est aussi ça qui va les perdre un tant soit peu, parce que oui, les faire des passes à CeeDee Lamb, à Brandon Cooks ou à Wilson, et que ça fonctionne, oui, ça on sait que ça peut le faire. Mais face à des organisations de défense de ce côté-là bien en place, là, c'est là que ça va pêcher, malgré la bonne défense qu'a les Cowboys, et qui eux aussi fonctionnent vraiment sur une défense de turnover avec des Daron Bland et des Lawrence. Ok. Après on glose beaucoup sur ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier un fait de match aussi, messieurs. C'est que les Cowboys, ils concèdent 4 sacs sur ce match. Ça fait beaucoup, et ça te coupe les ailes à une attaque aussi performante soit-elle. Alors, on peut peut-être l'expliquer par le fait que Tyron Smith, l'offensive line, était absent, et ça a dû se faire sentir. On sait très bien à quel point l'absence d'un lineman offensif titulaire, ça complique tout sur une ligne. Mais là aussi, gare au pass rush adverse pour Dallas. Ok. On revient vite fait sur Miami. Miami, vous y croyez en playoff? Moi, personnellement... Vas-y, Seb, excuse-moi. Ça dépend ce que tu entends par y croire. Finale de conf? Oui. C'est vu la montée en puissance depuis 2 saisons, vu les perfs cette saison, ce serait pas une surprise. Je dirais même ce serait leur place. Ce serait leur place la finale de conf. Super Bowl? Il y a l'écueil Baltimore. Moi, personnellement, je mise dans la logique des choses, vu les forces de l'équipe, sur une finale de conf, mais je les sens capables de perdre en divisional round. Malgré tout, des surprises peuvent toujours arriver, donc j'annonce, je fais un statement qu'on ressortira, mais que je pense qu'éventuellement les Dolphins pourraient perdre en divisional round déjà, par rapport à l'expérience des jeux des playoffs. Ils ne sont pas foncièrement chaque année. Il y a des franchises qui sont faites pour ça, d'autres qui ne le sont pas malgré les bons résultats en saison régulière, ça c'est sûr, mais c'est pas pour moi une équipe qui peut aller au Super Bowl cette année, ça c'est sûr. Et
La division, elle est clinchée pour vous? Une victoire la semaine prochaine et c'est clinché. Hein. Et ils ont 2 victoires d'avance sur Buffalo, qui joue au dernier match. Je pense que c'est clinché pour eux. Et en l'occurrence, je dirais presque, mais c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard. Pour remporter la division, c'est peut-être plus Buffalo qui s'est tiré une balle dans le pied en début de saison. Okay. La responsabilité. Mais ça devrait se faire. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Ils ont 2 victoires d'avance. Tout va bien pour eux. Tout à fait. Ok. Ben justement, on parlait de Buffalo. On va passer au match suivant. Buffalo, qui est passé tout près de la correctionnelle, a gagné contre les Chargers. Buffalo qui arrive avec un bilan de 9 victoires, 6 défaites. Depuis le changement de coordinateur offensif, ça a l'air d'aller mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? En tout cas, il ressemble là à une équipe qui passe en mode playoff avec un Josh Allen qui s'arrache sur ce match, en particulier lors du dernier drive. Il y a un dernier drive de 64 yards. Il fait un 4 sur 5 sur ses passes. Alors, une entame de rencontre, par contre, qui se fait un petit peu sur le ralenti. 3 punts sur les 3 premières possessions. Mais néanmoins, chaque fois qu'ils se sont retrouvés dans une ornière, ils ont trouvé les ressources pour s'en sortir. On sent quand même que c'est encore un petit peu fragile comme édifice, mais pour le moment, seules les victoires comptent. Le but, c'est de se qualifier. Ils ont le 6e seed, c'est leur 4e victoire de suite, et ce 6e seed, ils vont s'y accrocher, même si bien sûr il y aura encore beaucoup de choses à redire sur la solidité de l'ensemble. Ouais. Toi, Bertrand, Buffalo, pour moi, ça va être l'équipe poil à gratter de cette fin de saison. Capable du meilleur comme du pire, capable d'avoir des coups de mou durant les matchs. Et puis, simplement, comme disait Seb aussi, on a une équipe qui a redéveloppé un jeu un peu différent avec leur coordinateur offensif qui a été changé, qui fait plus confiance à James Cook, au niveau du portée de balle, même s'il ne lui rend pas toujours, avec quelques fumbles un peu justement qui ne sont pas les bienvenus et qui mettent un peu ces équipes de Buffalo en difficulté après pendant le reste du match. Bon, malgré tout, c'est pour ça, vous voyez, c'est difficile parce qu'il y a un peu des deux dans l'ensemble. Là, sur ce match-là, ils ont été accrochés par les Chargers. Donc, les Chargers, changement de coach, voilà, renouveau, l'état d'esprit était différent. Oui, moi, je veux bien tout ça, mais on n'est pas une équipe des Chargers pendant X temps. Et au final, on ne devient pas, on passe pas d'un dauphin à requin en une semaine de temps. Donc, Buffalo a quand même été accroché au final par cette équipe. Donc, il va falloir se méfier. Ça ne sera pas bonne à prendre en play-off, ça c'est sûr, par n'importe quelle équipe, puisqu'elle ne devrait pas être à cette place-là. Ça, c'est sûr et certain. La défense, malgré les pertes de Milano et d'autres joueurs importants, arrive quand même sur un retour de performance qui est bien meilleur. Razuel Douglas, qui vient des Packers, a pu on va dire, s'imbriquer dans le système de manière beaucoup plus efficiente qu'on ne le pensait. Et au final, oui, c'est une équipe qui va être compliquée à jouer. Mais là, jusqu'à la fin, est-ce qu'elle va réussir à gagner, perdre on a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. À l'heure actuelle, ils sont le 6e seed et le 3e est détenu par Kansas City. Et Kansas City devrait conserver le 3e seed. S'ils gardent le 6e seed, Buffalo, ça reviendrait au classique, puisque ça fait plusieurs saisons qu'ils se rencontrent en playoff. Buffalo face à Kansas City, vous les voyez passer un tour de playoff du coup? Alors là, on va parler après de Kansas City. Garde tes armes sur Kansas City, mais on va se concentrer sur Buffalo. On va se concentrer sur Buffalo. Moi, alors, ce que j'en dis, c'est que l'édifice est encore un petit peu fragile. Il y a, comme Bertrand l'évoquait, il y a les fumbles de James Cook. Il y a une défense qui laisse trop driver les attaques adverses. Il y a ces choses-là. Les interceptions de Josh Allen. Oui, on sait que c'est son péché mignon. Après, là, attention, sur ce match, on a quand même un 15 sur 21, 237 yards.
un touchdown à la passe, il marque 2 fois au sol lui-même. C'est quand même pas rien. Sur un match, tout est possible. Effectivement, face à Kansas City, alors on reviendra plus tard, bien sûr, comme tu l'as dit, sur le cas de Kansas City, si ça devait être l'affiche, il y a pas mal de données à prendre en compte. Je pense que passer un tour, c'est dans leur corde à cette équipe, à ces Bills, parce que justement, depuis plusieurs matchs, on sent une montée en puissance, on sent une vraie volonté de réussir. Moi, je redis, ils se sont tirés une balle dans le pied en début de saison pour remporter cette division. Il y a cette série de 3 défaites là, entre les journées 2 et 4 qui les ont plombés. Ils ont eu beaucoup de mal à cette série de 3 défaites, pardon. Il y a eu les 3 victoires, mais il y a eu la première défaite contre les Jets, puis des défaites vraiment malvenues contre Jacksonville et New England qui les ont plombés, qui coûtent cher au final Oui. dans leur bilan. Et du coup, ils se retrouvent vraiment à devoir s'arracher à chaque match. Mais je trouve que depuis quelques semaines, depuis 3 semaines, depuis leur victoire contre Kansas City, il se passe quelque chose. Donc, ça ne m'étonnerait pas s'ils réussissaient à passer un tour de play-off, quel que soit l'adversaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est on peut être d'accord là-dessus, c'est qu'ils seront pas bons à prendre en play-off. Ils vont pas être bons à prendre en play-off parce que là, ils sont vraiment en mode guerrier et ça peut faire très très mal le moment venu. Est-ce que vous pensez, les gars, qui mettent du Destiny Child, I'm a Survivor dans le vestiaire? Je pense pas à ce point-là. J'espère ça va, qu'ils auront une autre discographie que celle-là du côté de Buffalo. Mais en soi, alors, on sait jamais. Il y a peut-être des auditrices qui sont fans de Beyoncé. Ne dis pas de mal des Destiny's Child, s'il Non, te c'est plaît. Sinon, on va se retrouver dans la sauce. Mais j'ai une dernière chose par rapport au Bills qui va compléter ce qu'a dit Sam, c'est que oui, il y a un développement du jeu à la course qui est bien meilleur, mais alors au détriment cette fois-ci du jeu à la passe du côté de Buffalo, puisque cette fois-ci Stephen Diggs a été un peu entre guillemets pas fantomatique, mais en tout cas beaucoup moins concerné, et au final on dirait qu'il n'arrive pas à faire cliquer les deux côtés de l'attaque. Soit on est bien à la course, soit on est bien à la passe. Mais voilà, après, celui qui est toujours bien, c'est Josh Allen. Mais bon, sur un match de playoff, comme ça se joue sur un match, si effectivement ce jour-là, il n'est pas en grande forme, c'est toute l'équipe qui va s'en ressentir et qui ne passera pas le tour de playoff. Maintenant, si tout le monde clique comme d'habitude, ça risque de passer. Maintenant, le réussir à le faire sur 3 matchs consécutifs, ça, j'en doute un petit peu à l'heure actuelle. Ok. Bon, les gars, on a parlé de Buffalo et leur probable proche adversaire de playoff, c'est Kansas City. Alors, on va pas tirer la sonnette d'alarme, mais ah bon je trouve que ça fait plusieurs semaines qu'on la tire pas la sonnette d'alarme, mais à un moment donné, je sais pas ce que Seb va me développer, mais il va quand même bien falloir dire un peu de mal de cette équipe, parce que je pense qu'on a quand même le droit de dire un peu de mal de cette équipe. Dire du mal, on n'est pas comme ça, hein, y a des sites spécialisés pour ça. Non, mais du mal, je veux dire au moins critiquer sans que de manière nuancée, mais sans que ça soit mal pris en disant non, on est toujours les meilleurs, c'est juste que là on a un petit coup de mou. Le petit coup de mou, il dure depuis un moment quand même. Là. Ouais, on va parler de Kansas City. Ouais, depuis quelques matchs, on sent qu'il y a de la tension. Andy Reid n'arrive pas à trouver la clé. Et surtout, notre ami Patrick Mahomes, qui est le meilleur coureur sur ce match. Il a couru 10 fois pour 53 yards. C'est fou. Il a des receveurs qui ont des palmes à la place des mains, qui n'arrivent pas à attraper ces ballons. Est-ce que il y a lieu de s'inquiéter? Alors, ok, il y a une grosse série de victoires qui les a mis à l'aise, mais les Chiefs qui ne gagnent plus, c'est plus qu'embêtant, les gars, non? C'est sacrément embêtant pour des champions sortants. Et là, tous les problèmes qui ont été évoqués au cours de la saison pour ce club, ils sont de plus en plus visibles. Voilà. On va dire que jusqu'ici, à chaque fois, les Chiefs réussissaient à s'en sortir. Là, c'est compliqué. Un chiffre.
moins 18 yards gagnés lors du premier quart-temps. Moins 18. Il a fallu attendre leur 4e possession pour que les Chiefs obtiennent un first down qui ne soit pas dû à une pénalité. C'est grave. C'est très, très grave. Et pire encore, Las Vegas marque 2 fois. Les 2 fois où il marque, c'est l'attaque de Kansas City qui est sur le terrain. Ouais. Un pick six et un fumble. Voilà, un pick six. C'est plus dans quel ordre je crois que c'est dans celui-là. Enfin, ma mémoire de vieux n'étant plus qualité. C'est un fumble et un pick six. Pardon. Et un pick six. Et c'est grave. C'est grave. Ouais. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que tous ces problèmes, les problèmes, voilà, les pressions sur Mahomes, les passes échappées, le jeu au sol inefficace, etc. Tout ça, on le sait, mais ils sont de plus en plus visibles et surtout, on ne voit pas de solution arriver. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour un club qui est champion sortant. Alors que les playoffs se profilent. La seule lueur d'espoir que je vois, c'est une défense qui fait son travail. Voilà. Ah bah oui, puisque en fait, si on regarde vraiment, ils ont encaissé que des field goals. Encaissé que des field goals. Las Vegas a gagné 205 total yards sur ce match, dont 48 par les airs. Donc, moi, j'appelle ça une shutdown defense. Hein. Il faudrait que je regarde les temps de possession. Le temps de possession, en plus, est largement à l'avantage de Kansas City, de 34-18 contre 25-42. Comment ça se fait que ça marche pas ? Comment ça se fait ? Eh bien, les problèmes, on le sait, et c'est notamment un corps de receveur qui laisse s'échapper quasiment 10% des balles de son quarterback. Et pour gagner un match, Patrick Mahomes, il est obligé de mettre sa cape de Superman semaine après semaine pour tenter d'arracher une victoire. Sauf que, là, en l'occurrence, Superman est humain et ça marche pas tous les coups et il ne peut pas prendre la responsabilité, même si c'est un playmaker. Mahomes, c'est pas un game manager, c'est un playmaker, c'est quelqu'un qui change le jeu. Oui, carrément. Mais à un moment, quand t'as personne pour t'entourer, tu peux même pas lui jeter la pierre. Tu peux même pas jeter la pierre à Patrick Mahomes. Tu ne peux même pas dire c'est lui le responsable de la faillite offensive de Kansas City. Non, ça n'est même pas le cas parce qu'on ne pourra pas dire que cet homme-là ne s'emploie pas à faire gagner son club. Le problème, c'est dans ce qui l'entoure. Il y a un très gros souci. Il n'y a pas de talent autour de lui. Et moi, j'ai très très peur pour eux lors des playoffs. Alors, les grandes équipes arrivent à se transcender lorsqu'arrivent les échéances, mais là, on est même pas dans la dernière ligne droite, hein, c'est le dernier virage et on voit pas vraiment d'amélioration qui s'en vient. Bertrand, toi, pour toi, du côté de Kansas City, à part donner des boules de bain à Mahomes, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Écoute, si j'étais Madame Irma avec la boule de cristal, je te dirais, voilà, il faudrait faire ça. Là, le souci, c'est que on est dans un système de jeu du côté d'Andy Reid qui a toujours prôné la diversité et le fait de pas foncièrement avoir un receveur numéro 1. Alors, il y a eu quelques années, maintenant ça passe vite, hein, je vais peut-être dire le mot quelques années, mais c'est peut-être plus récent. Tyreek Hill faisait les beaux jours du côté d'Arrowhead. Et en soi... Il y a 2 saisons. Voilà, il y a 2 saisons. Et en soi, pour le coup, malgré tout, on était quand même dans un système à plusieurs têtes qui faisait que Tyreek Hill était l'élément qui faisait vraiment le démarquage assez facile pour le reste et peut-être même pour Travis Kelce au final. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ils ont encore réussi à s'en sortir. Et tout le monde a dit, vous voyez, l'équipe des Chiefs reste l'équipe forte de la NFL, même en perdant Tyreek Hill. Ils avaient Juju Smith-Schuster, Marquez Valdez-Scantling déjà à l'époque. Et voilà, ça fonctionne encore toujours bien, c'est parfait, c'est une équipe inarrêtable. Donc voilà. Bon, maintenant, tout ça, ça a des limites. Ces limites, on les voit là à l'heure actuelle. Au final, comme l'a dit Seb, le château de cartes s'effondre une carte à la fois chaque semaine passant. On a eu les receveurs, un receveur, puis après on a eu un deuxième, puis après on a Kadarius Toney qui fait n'importe quoi sur chaque match. On va être clair. Ensuite, on a maintenant la ligne qui est poreuse et qui est donc au final
n'empêche pas le pass rush adverse d'atteindre Mahomes. On a Mahomes qui, on le voit bien dans ce regard sur chaque coup de caméra et la tête dans l'incertitude, dans le vague, en se demandant bien qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Déjà, quand il fait 10 portées pour 53 yards et qu'il est le meilleur coureur de son équipe, je pense que Seb l'a dit de mémoire, au final. Et puis, on a un Travis Kelce qui, après, balance son casque à travers le banc de touche, où il y a un membre du staff qui veut lui ramasser, et il y a Andy Reid qui dit non, attends, c'est pas un gamin, tu le remets là où tu l'as trouvé, et Travis Kelce, il ira chercher son casque parce qu'il l'a balancé lui-même. Donc, même l'ambiance n'y est plus. On n'est plus dans un vestiaire serein pour la suite des événements. Ils vont y aller à la suite des événements. Mais, comme a dit Seb, ça va pas, je pense pas que ça pourra bien se passer. Ou alors, à un moment donné, ils se regardent tous, ils posent des baloches, ils se regardent tous entre les deux, ils disent bon, maintenant on arrête les bêtises et puis, je sais pas, on fait quelque chose de différent. On sort un cahier de jeu ou pas un cahier de jeu, mais en tout cas quelques jeux de différents qu'on avait l'habitude auparavant de faire et qu'on ne fait plus pour X raisons. Et voilà, c'est la seule chose qui pourront les sauver. Mais dire qu'il y a une recette miracle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'heure actuelle. Il est trop tard. C'est pas sur les derniers matchs qu'il va falloir. Tu l'as pas fait sur les 15 premiers matchs. Tu vas pas le faire sur les 2 derniers et puis en attaquant les playoffs. Et déjà sur un premier tour de wildcard, éventuellement. Bon. Alors, je vais vous poser la question qui fait peur. Générique, tout de suite. La question qui fait peur. Est-ce que c'est la fin de la domination des Chiefs sur la division? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vous voyez pas les Broncos et les Raiders faire quelque chose? Non. Non, attends, là on est. Non, mais je parle pour l'année prochaine, parce que. Mais même pour l'année prochaine. Okay. Mais justement, non, c'est trop lointain. Les Broncos, il y a des choses qui commencent juste à marcher maintenant, et encore qu'un cas. Las Vegas. Ça fonctionne sur des coups, même si je pense qu'à mon avis, Antonio Pierce, il a un joli contrat de head coach qui l'attend dans son bureau là, dans la semaine pour avoir gagné pour la première fois en 10 ans à Kansas City pour les Raiders. Mais c'est loin. Je pense que c'est pas parce que l'année est un petit peu moins faste que la saison précédente que pour autant il faut annoncer la fin de la dynastie des Chiefs. Non, on n'en est pas là. On parle, on n'est pas dans un club où on parle de dégager le head coach ou des choses comme ça. Ok, ça c'est ton point de vue, d'accord, très bien. Bertrand? Non, là-dessus, je rejoins Seb. On est sur une division, comme il dit, les Chargers, il va falloir qu'ils se relèvent. Les Raiders, ça peut très bien être encore quelques coups qui se passent là, même si la mayonnaise prend mieux entre les joueurs et le coach, et au final, entre tout l'ensemble, mais avec Aidan O'Connell, qui, rappelons-le, a fait 62 yards sur le premier quart-temps et a fait 0 yards sur le reste du match, à 9 sur 21. En soi, c'est pas l'assurance. On verra bien l'année prochaine quel quarterback va prendre le début de saison. Mais enfin bon, c'est pas pour tout de suite. Et puis pour terminer, j'ai un indice. Je pense que ce ne sera pas Jimmy Garoppolo. Oui, sûrement, en soi. Et puis après, pour les Broncos, il l'a dit. Voilà, ça se met en place. Sean Payton met des choses en place, mais c'est encore trop frais, trop fragile. Voilà, là, on parle pas d'une équipe en perdition du côté des Chiefs. On parle d'une équipe qui passe du statut de Super Bowl au statut de playoffable et peut-être va devoir laisser sa couronne cette année parce qu'ils seront trop justes pour pouvoir passer un tour. Ok. C'est un club qui a un coup de pas bien, et puis voilà, c'est tout. Ok. Après, Rashee Rice, il a 6 réceptions, 57 yards. C'est le meilleur receveur. Voilà, je suis désolé. Même si tu as un cahier de jeu développé, qui diversifié, qui intègre tout le monde dedans, tu ne peux pas avoir un receveur numéro 1, un gamin rookie, et qui te balance, et qui n'a que comme performance 6 réceptions, 57 yards. Alors, c'est pas lui tout seul. C'est l'ensemble de l'équipe qui fait qu'il en arrive à cette prestation-là et à être visé plus par Mahomes. Mais où est passée cette connexion magique qu'il avait avec Travis Kelce? Il n'y en a plus. On n'a plus rien vu. On n'a plus rien vu entre les deux. Enfin, on y vient. Est-ce que, plus que de parler de Patrick Mahomes, le déclin de l'attaque, certes, ok, il y a les receveurs, mais c'est le manque de production de Travis Kelce ou est-ce que c'est les défenses qui sont adaptées
qui veulent se faire Kelsey, entre guillemets, et que derrière, ça manque. Ça manque de relève. Moi, je pense que c'est le symptôme de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est tellement pauvre en talent, en playmakers, que du coup, ça ne libère plus suffisamment d'espace pour Travis Kelce, et que peut-être là aussi, ne serait-ce qu'avec un receveur compétent, vraiment, on verrait plus de Travis Kelce, parce qu'on aurait un playmaker qui attire un petit peu l'attention sur lui. Là, je pense qu'au niveau des défenses, Kelce, il est surveillé, il est verrouillé, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à surveiller. Les autres receveurs, limite, pour certains, ils font le travail à la place des défenseurs. Donc, c'est un symptôme qui découle du reste de la maladie. D'accord, ok. Ok. Bah, moi, je vous trouve un petit peu sympa avec Kansas City. J'ai quand même en mémoire, avant l'arrivée de Mahomes, parce que c'est quand Mahomes a pris le poste, qu'il y avait beaucoup de critiques sur Andy Reid. Alors, ok, il a gagné 2 Super Bowls, c'est un très grand coach, mais je reste toujours assez partagé. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il enchaîne une deuxième saison dans cette tonalité. Bah après, sur ses idées bien arrêtées, en tout cas. Après, voilà, il n'y a pas l'adaptabilité de dire je change un petit peu, j'évite que ça soit ma réussite sera par l'intermédiaire de mes idées par rapport à des histoires de receveurs qui n'ont pas besoin d'être numéro 1. Je m'exprime les choses comme ça, et qu'au final, s'il n'entend pas les discussions outre mesure de sa présidence ou du general manager, et qui lui dit bah, écoute, on devrait peut-être quand même modifier. Non, moi je m'arrête à ça. Effectivement, ça pourrait être là le début d'une ouverture de porte pour lui dire bye bye. Ça, c'est possible. Après, je pense que celui qui aura son mot à dire, surtout, c'est tant qu'il s'engueule pas avec Patrick Mahomes. Oui. Parce que les gars, si Mahomes fait la tête, c'est clair que c'est lui le premier qui saute. Moi, je trouve, j'ai toujours été très mitigé sur Andy Reid, notamment sur sa manière de gérer les fins de match, la montre. Il a de la chance d'avoir un excellent quarterback qu'il arrive à magnifier. Je suis pas sûr que sans lui, ce soit la star du coaching que ce soit. Enfin bon, bref. Ok, je crois qu'on a été assez complet sur les Chiefs. On va parler plutôt d'un fait historique. Et pour la première fois en 30 ans, les Lions gagnent leur division. Notre ami Arthur, que vous entendez souvent, n'était même pas né quand les Lions avaient gagné leur division. Les gars, ça vous fait quoi de savoir que les Lions sont champions de leur division? Écoute, on pourra dire qu'on aura vu ça. Non, après, plus sérieusement, voilà, depuis la fin de la saison dernière, il y avait une hype Lions qui montait un petit peu. Depuis le Arnox l'année dernière, parce que ça commençait. Ouais, ça a commencé avec l'arrivée de Dan Campbell maintenant c'est sa 3e saison. Il y avait un peu de vie depuis le départ de Stafford. C'est ça. Et cette hype, elle a monté au fur et à mesure. Là, je pense que on arrive au couronnement des efforts et du travail de Campbell avec cette équipe. Après. Attention, il faut voir ce que l'on appelle une hype. Je ne suis pas en train d'annoncer Détroit au Super Bowl, loin de là. Mais néanmoins... Détroit au Super Bowl contre Cleveland. Yo, une affiche de rêve pour le merchandising. Exactement. Ouais. Je suis en train de penser au mec à NFL Properties qui va devoir vendre des t-shirts. Je te dis qu'il va faire les pieds au mur. Mais, oui, mais je pense qu'à Vegas, il y a des bookmakers qui feraient la gueule aussi. Je pense qu'il y en a quelques-uns, ils vont changer de métier.
beaucoup plus sérieusement. Là, on est vraiment sur le couronnement de ces 3 années de travail. C'est un couronnement qui est, à mon sens, mérité. C'est une équipe qui a été tellement portion congrue, qui a été tellement raillée, qui a été tellement ridiculisée. Je vous rappelle qu'il y a une époque où leurs supporters allaient au stade avec un sac en papier sur la tête, les gars. Ouais, on en était là. On a l'habitude, hein, ça arrive souvent du côté de chez nous, donc t'inquiète. Donc voilà, moi je suis assez heureux pour cette franchise qui montre un petit peu de vie. Alors, et dis donc, le saviez-tu? Non, je ne sais pas. Tu ne le saviez pas? Cette année, également, le taux de criminalité à Détroit est historiquement bas. Alors, coïncidence ou réalité scientifique, on verra. Mais donc, bien. Quand les Lions gagnent, il y a moins de crimes à Détroit, c'est beau. Ce qui est bien, c'est que tu te sers des bêtises que je t'envoie sur Instagram. Exactement. Non, mais c'est oui. Enfin, c'est chouette. Toi, Bertrand, les Lions qui gagnent, ça te fait quoi dans ton petit cœur? Bah écoute, personnellement, j'ai jamais été un grand fan de cette franchise en soi, hein, je vais pas mentir, donc c'est pas plus ni chaud ni froid, on va dire, même si je n'ai rien contre eux. Après, la seule chose que je trouve rafraîchissant, c'est que c'est une franchise là qui, malgré des défaites, ou souvent d'ailleurs, ça vient surtout de Jared Goff qui a pas l'air d'être à l'aise à l'extérieur, lui aussi d'ailleurs, encore une autre franchise qui aime bien jouer dans son dôme. Ouais. Également, l'équipe réussit pas mal à domicile. Elle a bien sûr quelques matchs à l'extérieur, mais c'est toujours un élan de fraîcheur de voir cette équipe évoluer entre les passes de Jared Goff, le jeu à la course de Jahmyr Gibbs et de Montgomery, Amon-Ra St. Brown, Laporta. Voilà, c'est tous des joueurs qui performent bien, même si Campbell n'est pas le coach le plus, moi je vais dire ça, le plus expérimenté, ou tout du moins le plus tacticien, et qu'il joue énormément sur l'implication de ses joueurs. Ouais, c'est tout du moins leur donner, on va dire, un peps supplémentaire pour aller au combat. L'équipe, elle fait plaisir à voir. Comme tu l'as dit, ça datait de 1993, donc nous étions nés, nous, messieurs, mais je suis bien certain que d'autres qui écoutent l'émission, ou tout du moins qui lisent sur nos articles, ne l'étaient pas. Donc, il y avait Barry Sanders dans l'équipe à l'époque. Il y avait Saint Barry Sanders, excusez-moi. Alors, pour nos plus jeunes auditeurs ou ceux qui sont mis au football il y a peu, allez voir Barry Sanders. Qui était Barry Sanders? C'était l'élégance incarnée, ce joueur qui n'a jamais demandé son transfert, et qui a porté Détroit sur ses frêles épaules. Oui, tout à fait. Et puis pour finir par rapport à ce que tu me demandais, il est certain que cette équipe, bon, en soi, on peut dire, hein, c'est l'équipe de Vikings contre sur Nick Mullens, qui n'a pas démérité sur ce match-là. Attention, 411 yards, 2 TD avec 4 interceptions. Bon, les 4 interceptions font mal en soi, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui, hein? Déjà, la semaine dernière, il avait été aussi un petit peu abominable. Donc, bon, c'est à prendre et à laisser. C'est sûr que c'est une bonne équipe qui, justement, est première de division par rapport à ses concurrents directs de division qui n'arrivent pas à suivre le rythme et qui sont beaucoup trop faibles, on va pas se mentir, pour X raisons. Mais ça va être, je pense, un moment au niveau des playoffs un peu plus compliqué quand il va falloir jouer des équipes beaucoup plus organisées dans le jeu, beaucoup plus, justement, habituée à ces jeux de play-off, et on espère juste qu'une chose, c'est qu'elle arrive à passer ces matchs de play-off pour le plus grand bien du spectacle, puisqu'on a quand même pas mal de spectacles quand on les voit jouer. Ah ben depuis le décès de JF Kennedy, ils ont, donc ça date, hein, c'est 62 de mémoire, Seb? 62 ou 63, je ne sais plus. Je crois que c'est 60. Je crois que c'est 60. Pas bon en histoire. Ouais, et ils ont une victoire depuis l'assassinat de Kennedy en playoff. Bon. Donc, est-ce qu'ils vont doubler? C'est doubler à 60 en intervalle, ouais, on peut le voir comme ça. Ouais. Toi, Seb, tu les vois gagner un match de playoff? Alors,
Sachant qu'ils sont mathématiquement toujours dans la course au first seed. Ils sont mathématiquement toujours dans la course au first seed. Alors, imaginez les enfants s'ils prennent le first seed. Alors là, ça va être la fête à Détroit. J'aimerais beaucoup les voir passer un tour de playoff. Après, j'ai peur que leur défense, en particulier leur secondary, leur joue des tours. On parle quand même d'un secondary qui a laissé 411 yards à Nick Mullens, of all people. Nick Mullens, 4e starter de Minnesota cette saison. Ça fait beaucoup de yards contre un QB qui est... c'est pas lui faire insulte de dire que Nick Mullens c'est au mieux un second couteau en NFL. Moi, j'ai peur que de ce côté-là, il soit un petit peu juste, que leur défense leur joue des tours. Mais toute chose égale par ailleurs, j'aimerais beaucoup, histoire de couronner un petit peu la chose, voir Détroit passer un tour. Ok. Après, ils finissent avec de nouveau, les Cowboys, qui eux, donc, ça va être un match intéressant parce que pour le coup, les Cowboys, on sait de quoi ils sortent là. Eux, les Lions développent un jeu où ils ont beaucoup de possession de balles. Et puis, ils finissent de nouveau avec les Vikings. Donc, bon, en soi, quand on a vu déjà la performance par rapport aux Vikings, on peut se dire que, voilà, il y a beaucoup de chances qu'ils le gagnent, même s'il peut toujours pas arriver. Mais la fin de calendrier est intéressante pour cette équipe pour montrer aussi voilà, de quoi ils sont faits et s'ils peuvent passer ce palier mental pour aller chercher la première place. Moi, je pense en plus que, vu la mentalité et le bonhomme qu'est Dan Campbell, contre les Cowboys, il va vouloir les mettre sur la table et faire un statement et les rooster, ou du moins les battre, pour montrer que, voilà, il faut compter avec eux et que c'est eux les patrons. Le match va être, comme tu le disais, Bertrand, très, très intéressant à regarder. Alors, juste, le saviez-tu, Dan Campbell était joueur de Détroit. Était joueur de Détroit la saison, la première de l'histoire, à 0 victoire. Donc, ce serait un joli pied de nez. Et en début de saison, il voulait mettre sur le bord de touche un vrai lion. Mais ça a été refusé par la Ligue. On lui a dit, il y a des lois dans ce pays, monsieur. C'est pas possible. Il jouait Dan Campbell. Oui, il a joué aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Oui, mais il a joué du côté donc de Détroit la saison 016. Oui, il était en effet. Oui. Et oui, mais je ne dis pas que des bêtises, hein, vous savez, c'est un travail. Non, de toute façon, tu ne peux pas dire que des bêtises. Statistiquement, ce n'est pas possible. Yannick. À un moment, il y a forcément des choses sensées à un moment. Alors tu vois, c'est à peu près comme mes blagues. J'ai beaucoup de chutes. Et il m'arrive des fois d'avoir 5% de réussite sur une bonne blague. Donc, bon, ça m'arrive. Allez. Campbell n'a pas fait une piche chez les Giants par hasard, de mémoire. Juste pour l'aparté. Hein. Il y a des choses que je préfère occulter de ma mémoire. S'il te plaît. On va enchaîner tout de suite. On a fait le tour donc pour l'ensemble des matchs. Avant de conclure, on a et la question rituelle de l'action de la semaine. Vous, les gars, est-ce qu'il y a une équipe surprise que vous voyez aller en play-off qui va coiffer tout le monde au poteau? Qui a coiffé tout le monde au poteau? Alors... Ouais. Moi, je l'ai. Après, je ne sais pas si c'est plus là aussi. Non, vas-y, Bertrand, je t'en prie. J'en ai même deux en soi. On t'en demande qu'une. Faut choisir. Alors, Bertrand, faut choisir. Je vais développer qu'une et puis je dirai ma deuxième, mais sans développer. Voilà. Oui, mais après qu'on ait donné les nôtres, alors, parce que sinon on va se. Voilà, t'as raison. Soyons sport, soyons fair play. Alors, je pense aux Colts qui pourraient, avec une fin de calendrier, Raiders. Qui peut capable du meilleur comme du pire de faire un 3-0 ou un 62 points. En soi, pour le prochain match, il y a quand même une équipe bien organisée. Bon, même si elle a perdu face aux Falcons, mais attention, hein, ça reste une défaite là-bas à Atlanta, c'est jamais évident. Et donc, face aux Raiders, et en dernière journée, ils sont contre les Texans. Bon, qui va bien que Stroud peut revenir, mais il y a la moyen de la passer. Voilà, par rapport aux Colts. Et après, vraiment, c'est l'équipe que je vois. Voilà. Ok, donc pour toi, les Colts. Seb?
Alors, je sais pas vraiment si ce sera une équipe surprise un petit peu quand même, parce que pour le moment, ils sont dans la course. Mais je pense, alors, aux rivaux des Colts, je pense aux Texans. Je pense aux Texans qui vont prendre Tennessee la semaine prochaine, puis donc Indianapolis. D'ailleurs, Indianapolis, champion de division, qui l'eût cru en début de... Possible champion de division, qui l'eût cru en début de saison. J'aimerais beaucoup miser sur ce cheval. Ça va être un petit peu, à mon avis, lié au retour ou pas de CJ Stroud, parce qu'on sent que sans le jeune maître à jouer, eh ben, ça se passe un petit peu moins bien pour les Texans. Et si je pouvais ajouter quelque chose, c'est particulièrement improbable. Je pense qu'il faudrait un alignement de planètes assez insensé pour que ça arrive. Mais si les Steelers arrivaient à se glisser dans les playoffs, eh ben, je trouverais ça sacrément ironique, mes amis. Et moi, et pas pour finir là-dessus, c'était par rapport aux Rams où je leur donnais une petite chance avec le jeu où Matthew Stafford revient en forme, Kyren Williams développe bien au sol, et les Cooper Kupp et Puka Nacua sont vraiment des fers de lance, donc attention à eux également. Ah, mais ils sont en fait, toi, tu as donné 2 équipes qui sont playoffables à l'heure actuelle. Les 2 sont playoffables. Et ben, moi, tu vois, autant... Je serais pas étonné que Jacksonville, avec la dynamique qu'ils ont, soit éjecté des playoffs et que et Indianapolis et Houston se qualifient. Même si je trouverais, comme toi, Seb, de manière très ironique, que Pittsburgh prenne un spot. Et de l'autre côté, moi, je vois bien les Saints gagner leurs 2 derniers matchs et éjecter et les Falcons et les comment ça s'appelle les Seattle et les Seahawks des playoffs. Ouh, ce serait fort. Et là, on a Flav qui irait sur faire toutes les plages de la côte d'Opale totalement nue en courant. Voilà, c'est juste pour ça. J'annonce. Ouais, à mon avis, je pense que c'est possible qu'on voit ça. Voilà. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à notre Flavounet national que vous retrouverez la semaine prochaine pour le podcast débrief de la semaine prochaine. Messieurs, avant de conclure, donc, il nous reste la question rituelle de la semaine. Quelle est l'action qui vous a fait vibrer ou qui vous a marqué sur la semaine? On va commencer par Bertrand parce que je la connais, on en a parlé. Vas-y, je t'écoute. Alors, je ne sais pas si la mienne était plus risible que celle de Seb. C'est pour ça que je me dis que j'aurais bien fini en dernier, mais peut-être que celle de Seb va être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus tactique et portée sur la statistique. Donc, on lui laissera ça pour lui. Moi, c'est justement lors du match entre les Giants et les Eagles. Donc, voilà, en soi, les Giants sont perdus. Entre guillemets, et à raison. Voilà. Après, je pense que c'est plus les Eagles qui ont déjoué sur ce match-là. Mais l'action qui m'a particulièrement marqué, c'est en fait ce retour de punt où donc le punter Gilliam des Giants punt son ballon et réception de Boston Scott. Et puis, on ne sait pas ce qu'a voulu faire Zaccheus, un des receveurs de l'équipe des Eagles, ou l'éviter, ou tout du moins faire un gros câlin à son coéquipier. Eh bien, il lui rentre tout bonnement dedans, ce qui fait perdre le ballon, et Isaiah Simmons le récupère à 3/4 tiers de la ligne d'en but pour aller marquer. Eh bien, je pense que cette action-là résume bien la fin de saison des Eagles. Ça m'a fait extrêmement plaisir, même si je leur souhaite le meilleur pendant les playoffs. Et en tout cas, voilà mon action qui m'a marqué cette semaine. Ok, très bien. Seb. Alors en effet, moi c'est beaucoup plus sérieux, parce que sérieuse ici, monsieur. Mon action de la semaine, c'est une très très belle passe de Josh Allen dans le deuxième quart-temps de son match. Il enroule sur sa droite et il lâche un missile millimétré de 57 yards à Gabe Davis, qui a bien fait la séparation sur son defensive back, et il y a un touchdown, et moi j'ai trouvé que c'était très beau. Voilà. Ok, ben moi je reste dans la réception. Moi c'est une réception de Josh Pickens qui fait un tip-tap-toe et de toute beauté. On pensait pas qu'il y était, mais il a mis vraiment le bout
bout des crampons et il fait une réception sur une passe de Mason Rudolph. Magnifique, que je vous invite à aller voir. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je peux faire avec en présence de mon avocat. D'accord. Moi, de mon côté, qu'une chose à rajouter. Il y a des saisons où c'était beaucoup plus, entre guillemets, la décision s'était faite plus rapidement pour les playoffs. Là, je trouve que cette saison est vraiment très intéressante. Il y a énormément encore d'équipes qui sont playoffables. Tout va se jouer jusqu'au bout et c'est vraiment magique parce que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour les prochains matchs. Ouais, totalement. C'est vrai que c'est une saison où il n'y a aucune équipe qui se détache vraiment tout en haut. Donc, c'est plutôt sympa à suivre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. 1h15 de discussion. Merci de nous avoir éclairé de votre expertise, Bertrand et Sébastien. N'hésitez pas à agir sur les réseaux sociaux, de nous poser des questions. On essaiera d'y répondre dans le prochain podcast. D'ici là, n'oubliez pas que ce dimanche, il n'y aura toujours pas de tailgate, puisque le dimanche, avec les réveillons, je pense que vous aurez d'autres choses à faire, à préparer votre réveillon. Donc, on vous retrouvera la semaine prochaine pour un podcast de débrief avec Flav qui sera de retour. Bertrand, merci d'être rendu disponible pour venir avec nous. Seb, pareil, merci. Et à tous, on vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à aller télécharger l'appli et on vous dit à très vite. Allez, ciao! Ciao, Ciao, bye!